Dans l'univers de Berserk, il existe une règle absolue, gravée dans le sang et la chair de chaque apôtre. Une loi qui veut que face à la main de Dieu, l'instinct de soumission soit total. Zod l'immortel, Grumbeld, Locus, tous, sans exception, ont fini par plier le genou devant la lumière aveuglante du faucon. Mais un jour, un homme a dit non. Un souverain venu de l'Orient, un conquérant impérial qui a osé regarder Griffiths dans les yeux pour lui déclarer la guerre. Naturellement, on voit en lui la force brutale la plus terrifiante du monde physique. Le sommet de l'arc du faucon millénaire. Le seul véritable rebelle capable de menacer le trône de Femto. Un être si puissant qu'il ne se bat plus avec des crocs, mais avec la foudre et les dimensions. Mais si on regarde Berserk de près, vraiment de près, on se rend alors compte que sa rébellion cache la plus grande tragédie de l'œuvre. Parce que derrière ses armées de démons, derrière ses conquêtes et son ambition sans limite, Ganishka n'a jamais été le maître de son propre jeu. Et si Ganishka n'était pas celui qui luttait contre le destin, mais l'outil le plus efficace de la causalité? Et si sa volonté de surpasser Dieu n'avait été que le carburant nécessaire à la naissance d'un monde qu'il ne verrait jamais? Après avoir lu l'échec du Skull Knight et le triomphe de Void, il est temps de s'attaquer au troisième pilier de ce cycle, l'illusion de la puissance. Pour comprendre comment Ganishka est tombé dans le piège de la causalité, il faut d'abord mesurer l'ampleur du monstre. Dans l'univers de Berserk, que font les apôtres en règle générale? Ils se cachent. Ils vivent dans des forêts sombres, dans des châteaux isolés ou des grottes, se contentant de céder à leurs pulsions morbides à l'abri des regards. Ce sont des prédateurs solitaires. Ganishka, lui, ne se cache pas. Au contraire, il s'expose. Il n'est pas seulement un monstre, c'est également un chef d'État. Un empereur qui a unifié l'immense nation Kushan et qui a décidé de marcher sur tout le continent. Regardez ce qu'il a fait de Windham, l'ancienne capitale étincelante du Midland. Il ne l'a pas juste détruite, il l'a transformée en un abattoir à ciel ouvert, une cité démoniaque jonchée de cadavres empalés où il a mis l'humanité entière en esclavage. Il a même industriellement reproduit l'horreur en créant ses propres démons, les Daka et les Pisachas. Ganishka ne se contente pas d'être puissant sur tous les plans. Il domine, et Kentaro Miura nous le fait comprendre d'une manière visuelle absolument terrifiante. Contrairement à Nosferatu Zod ou à Grumbeld, qui utilisent la force brute et l'acier, Ganishka, lui, a transcendé la matière. Lorsqu'il apparaît sur le champ de bataille, son corps se manifeste uniquement de brume et d'électricité. Les flèches et les lames de la nouvelle troupe du Faucon le traversent sans même l'égratigner. Il écrase des armées entières par simple télépathie et projette son visage gigantesque dans le ciel, crachant la foudre sur ceux qui osent le défier. À ce stade précis de l'histoire, il est de loin l'apôtre le plus puissant jamais apparu dans le manga. Il ne se bat plus comme un soldat, il frappe comme une calamité naturelle. Mais ce qui le rend vraiment dangereux, ce n'est pas sa magie. C'est son cerveau. Oui, l'une des scènes les plus révélatrices du personnage se trouve lorsqu'il